Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chirurgie d'Histoire, podcast dans lequel j'interviewe mon père, le docteur Patrick Nipper, chirurgien plasticien. Nous parlons de différents thèmes et concepts liés à la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ainsi que d'histoires de missions humanitaires, les unes plus folles que les autres. Alors si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire, un feedback est toujours très apprécié. Bon épisode! Alors du coup, cet épisode, c'est sur les retrouvailles que tu as eues lors de ta récente mission du coup au Tchad à Moundou en octobre 2025. Et vous, Chanceline, c'était, je vous renvoie à l'épisode 3 de notre podcast. C'était un des premiers podcasts, c'était la première anecdote qu'on avait fait. On a raconté l'histoire de Chanceline, donc pour plus de contexte, je vous renvoie à cet épisode, bien sûr, où vous avez tout le background de qui est Chanceline, comment tu l'as rencontrée, comment vous l'avez sauvée, Oui, etc. Chanceline, c'est une petite fille qui avait été abandonnée, c'était au cours de la mission en 2019, donc il y a 6 ans, Mhm. qui nous avait été amenée au bloc opératoire, une petite qui était dénutrie, abandonnée par sa maman, qu'on nous avait amenée au bloc opératoire et qu'on avait rénutrie, repris en charge, kinésithérapie, etc., etc., et puis qui était abandonnée, qui était avec un pronostic très très Ouais, grave bah si on oui. l'a laissé, et qu'on avait Mhm. donc récupéré, prise en charge, et puis qu'on avait redonné grâce au père Michel Ouais, à Jeanne. À Jeanne, c'est une dame qui s'occupe, voilà. Et ouais. donc, elle a été prise en charge et elle était maintenant chez Jeanne. Voilà. Et sauvée, et surtout pris, comme tu dis, Jeanne l'a adoptée en fait. Donc c'était Alors, elle a surtout adopté, ça. oui. Alors, en fait, pour la petite histoire, donc elle avait été abandonnée par sa maman parce qu'elle était handicapée, forcément. C'était une Mhm. fille, un, c'est une fille, deux, elle était handicapée, Ouais. donc c'est à la charge, et donc ça coûte beaucoup d'argent, donc souvent les familles les abandonnent parce qu'elles ne peuvent pas les prendre en charge. Et pour la petite histoire, donc c'est Jeanne qui l'avait récupérée, et il y avait eu une adoption simple qui avait été faite sur le plan administratif, etc. Et le papa était venu et avait essayé de la récupérer, et Ah ouais. avait fait une tentative de récupération, parce que lui il s'était barré, donc il n'était plus jamais revenu. Mais là il était revenu, je sais pas, il a dû peut-être sentir qu'il y avait peut-être du fric à tirer, ou je sais pas, enfin. Mhm. Et en fait, Jeanne, comme elle avait été adoptée, Mhm. il l'a envoyée en Ouais. promenade, etc. Et donc c'est Jeanne qui maintenant s'en occupe chez elle, à la maison de l'Artésimia. C'était pas sa maman qui était venue essayer de la récupérer? Je crois pas, non, Non, non. c'était Sa le. maman, aucune nouvelle à sa maman. Elle était partie, je crois qu'elle était partie sur N'Djamena. Ah ok. Moi aussi, je croyais au début que c'était sa maman qui avait fait une tentative, mais en fait, là, quand j'ai Ah, revu Jeanne, elle m'a dit que non, c'était son, ah d'accord, son ok. père. Enfin, tentative de la récupérer, il était venu la recontacter, et puis comme elle avait fait une adoption, maintenant, Ouais. elle est sous la coupe de Jeanne. Ok. Donc du coup, ces retrouvailles ont dû être géniales pour toi 6 ans plus tard. Quel a été ton ressenti en revoyant Chanceline? Bah, Chanceline, c'est une histoire magique, hein. Donc, quand je l'ai revue, eh ben, en fait, là, j'étais hyper agréablement surpris parce que d'abord, elle a pris du poids. Donc, ça fait 6 ans. Donc, moi, je l'ai quittée. C'était un petit oiseau tout maigre qui était, qui était comme un petit animal sur une paillasse. Quand on l'a rénutrie au début, elle se tenait même pas assise. Tu vois, elle avait Ouais. des séquelles de polio, donc elle était vraiment toute paralysée des membres inférieurs, Mhm. et elle se tenait même pas debout, enfin assise, et donc elle mangeait comme un animal, etc. C'était impressionnant d'ailleurs, et c'était impressionnant également en quelques jours de la voir un petit peu reprendre un peu vie, tu vois, un peu comme une fleur que tu arroses, etc. Et là, je l'ai revue, elle a 11 ans, assise, souriante. Alors évidemment, Jeanne, quand je suis venu, je suis retourné la voir avec Jeanne. Jeanne, on est d'abord allé à Coutou, chez les pères, faire il y a une petite messe le matin, c'était un dimanche matin. Et ensuite, avec le père Thomas et Jeanne, on est allé chez elle. Et donc, évidemment, quand j'ai vu. Alors, je ne sais pas si elle avait été préparée, si on lui avait expliqué, etc. Mais elle était toute contente, toute excitée, souriante, assise, dynamique, bien en chair. Enfin bon, une Hmm. belle petite jeune fille, quoi. J'étais ému, évidemment, C'est parce trop que. mignon. Hmm. Alors bon, elle était contente, elle souriait. Alors elle a une infirmité motrice cérébrale, hein, elle a un retard mental important, mais elle communique, elle parle le gambaye, elle a un dialecte particulier que comprend bien Jeanne et puis les dames qui s'en occupent.
Et c'était assez émouvant. Et donc, je lui ai apporté tous les jouets que vous m'aviez donnés, tous les bracelets, tous les trucs, les sacs de petites filles, etc. Donc là, elle était hystérique, contente comme une folle, Bah oui. etc. Ça, c'était émouvant. Bon, j'en ai profité évidemment pour donner à tous les enfants parce que Oui. elle est bien entourée. Il y a des enfants du village d'à côté qui viennent, qui jouent dans la cour, etc. Ah, ok. Donc évidemment, j'ai apporté tous les cadeaux pour qu'elle distribue et pour distribuer aux autres enfants. Et ça, c'était amusant. Ce qui était amusant aussi, c'est que en partant, alors, il n'y a pas de communication forcément parce que je ne parle pas le gambaye, mais tout est visuel, etc. Et de manière très naturelle, c'était assez spontané, naturel. Il n'y avait pas d'excès tu vois, c'était très, très, très sympa. On était sous un manguier, il y avait Jeanne qui était assise, le père Thomas qui était un peu plus loin, moi j'étais sur une natte avec elle. C'était très sympa. Et puis alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'en partant, en gambaye, elle disait par exemple salut, porte-toi bien. Et moi, je devais répondre en gambaye, eh bien, si Dieu le veut, un truc comme ça, tu vois. Mm. Et alors, elle me disait bon, ben, salut, porte-toi bien. Et moi, je répétais en gambaye, eh ben, si Dieu le veut. Et Ouais. alors là, ça la faisait rire, mourir de rire. Et donc, moi, j'avais appris ces 3 petits mots. Et chaque fois qu'elle me disait bon, ben, porte-toi bien. Et moi, je disais en gambaye, si Dieu. Elle riait, elle explosait de rire. Et ça, c'était émouvant, quoi. Parce que. Bah oui, c'est Bah, trop c'est chaud, une ouais. petite quand même qui, sans l'aide du père Michel et de Jeanne et de toute la structure locale pour la prendre en charge, bah, c'est une petite qui serait morte hein, aujourd'hui. Ah oui, très Ouais. clairement. Et comment se porte Jeanne, du coup la femme qui l'a recueillie? Bah, Jeanne, c'est une femme extraordinaire, c'est une ancienne infirmière du centre Mhm. qui a pendant des années travaillé au centre à la maison Notre-Dame de la Paix, sous la coupole du père Michel. Elle est très pieuse, donc tous les matins elle va à la messe, etc. Elle aide pour toute l'organisation. Et puis au centre, elle sert d'infirmière, donc c'est maman Jeanne, si tu veux. Donc D'accord. c'est une grande femme, elle est grande, Mm. elle est forte, elle a un visage gracieux, et puis c'est vraiment la mama, tu vois. C'est Mhm. vraiment. C'est une femme extraordinaire et qui continue à venir là. Elle est très âgée, hein, mais continue à venir là pendant l'émission. Ça lui fait des petits sous. Mm. Donc elle vient, elle fait la journée au centre comme infirmière, elle fait des soins, etc. Et alors pour l'aider, il y a le père Michel et puis un ancien membre de l'ONG Handicap Santé qui s'appelait Patrice Bouygues, Mhm. qui l'a beaucoup aidé aussi à créer sa maison. Ça s'appelle la maison de l'artésimia. Donc l'artésimia, ce sont des herbes, si tu veux, qui protègent un petit peu contre le paludisme. Ok. Alors qui ne te protègent pas, toi, en tant que blanc ou que Étranger. étranger qui Mm. arrive, c'est pas une protection contre le palu, Mhm. mais les gens qui sont impaludés, qui sont sur place, ça diminuerait un petit peu les crises de palu, ça les traiterait un petit peu. Ok. Donc ça, je ne veux pas m'avancer sur le plan scientifique, mais il y a Mm. des études qui sont faites en ce moment où il y aurait quand même un gros pouvoir de prévention. Et voilà. Mais ça, c'est vraiment pour les gens impaludés, les gens qui habitent en Afrique. C'est pas du tout pour les primo-venants comme moi ou D'accord. comme Non, toi ouais. qui arrivent, Mm. etc. Et donc ça s'appelle la maison de l'artésimia. Donc elle cultive cette plante, elle la traite, et puis après elle la met en sachet, etc. Mm. Et elle essaie d'en faire un petit commerce. Elle a des petits Ok. cochons. Donc elle a une petite structure qui lui permet de pallier sa retraite, parce que les retraites au Tchad sont vraiment rien du tout. Ah bah Donc oui, ça lui tu permet de m'étonnes. survivre. Le père Michel l'avait aidé un petit peu, voilà, donc elle se débrouille bien. Et elle a, autour d'elle, elle a récupéré pas que Chanceline, elle a récupéré aussi d'autres petits-enfants, Ah etc. ok, il y en a Ouais, c'est d'autres une femme alors. très pieuse, très bonne, Mm. etc., qu'on aide, évidemment, et qui est merveilleuse. Ok. Et quelle est la relation entre elle et Chanceline du coup? Bah, je pense que la relation qu'il y a entre elles, c'est une relation de maman. Une maman, comme un papa en Afrique, c'est pas comme nous en Europe. Si tu veux, tu peux être une maman dès que tu t'occupes de quelqu'un. Par exemple, le papa biologique, le papa qui fait l'enfant, n'est pas important. Ce qui est important, c'est le papa qui va nourrir, qui va payer des études, etc. Et la maman, c'est pareil. Donc, on l'appelle maman Jeanne. Et c'est à partir du moment où c'est elle qui te nourrit, qui s'occupe de toi, c'est comme une maman. Mm. Donc, c'est vraiment la matrone italienne, si tu veux. Ouais. C'est la maman. Et donc, elle a un rapport très protecteur avec tous ses enfants autour d'elle, qui l'aident, Mm. qui sont sous son aile, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que en revoyant Chanceline, tu as eu un peu le sentiment de boucler la boucle? Non, tu boucles jamais la boucle.
Non, je dirais pas boucler la boucle, mais en voyant Chanceline, je me dis que les actions c'est pas simplement chirurgical, médical. Tu peux avoir des actions positives, quels que soient les lieux d'ailleurs. Tu n'as pas besoin d'aller très, très loin en Afrique pour faire du bien. Il y a des gens, tu sais, à Paris qui vont s'occuper d'une grand-mère sur leur palier ou qui vont avoir Mhm. beaucoup d'effets positifs. Mais effectivement, Chanceline, c'est vraiment le cas typique du hasard de la vie qui fait que cette petite, elle devait normalement mourir. Et puis on te la met sur ton chemin volontairement ou involontairement, je pense plutôt volontairement parce que si tu veux, cette petite, elle a été mise sur le chemin de l'équipe d'Européens qui venaient au bloc opératoire, pas par hasard, parce qu'on sait que on allait s'en occuper. C'est une chance qu'elle a eue, c'est un peu le hasard. Mhm. Elle a croisé notre chemin, nous, on ne pouvait pas forcément l'abandonner. Mhm. Et donc, non, je dirais pas que il n'y a pas de boucle qui est bouclée. C'est un épisode. C'est Chanceline, on a croisé le chemin de Chanceline, Mhm. ou Chanceline a croisé notre chemin, et puis ça s'est très très bien passé, ça finit très bien pour elle. Après, il y a une continuité pour elle, hein, parce que il lui reste toute la vie. Moi, quelque part, je suis un épiphénomène qui a enclenché une aide. Oui, Mais bien sûr, dès que je retourne à Mundou, je la vois. Après, on a un contact avec Jeanne, on aide Jeanne, Mhm. indirectement. Voilà, donc quand elle va être un peu plus grande, là déjà, on va lui faire une petite chaise pour qu'elle puisse se déplacer avec Maison Notre-Dame de la Paix. Donc ça, on en a parlé avec le père Thomas. Et quand Mhm. elle sera plus grande, qu'elle aura suffisamment de force dans les bras pour pouvoir avoir une petite chaise roulante pour se déplacer, donc ça, on l'aidera pour le financement, évidemment. Donc, mais après, l'histoire n'est jamais finie. Elle n'est jamais finie Ouais. tant elle grandira et qu'on sera en contact. Mais Mhm. si tu veux, après, il y a un moment où il faut accepter que sa vie, c'est au Tchad et que le meilleur entourage qu'elle peut avoir, c'est avec sa nouvelle famille tchadienne. Bien sûr, non mais c'est complètement logique. De toute façon, la question se posait pas qu'elle soit autre part que là-bas, hein. Avec le recul, est-ce que tu penses que les missions humanitaires changent durablement la vie des enfants rencontrés? Bah, c'est pas que non seulement ça leur change la vie, mais parfois ça leur sauve la vie. C'est-à-dire que de manière très simple et sans mystifier les choses, un enfant qui est handicapé, qui a un bras qui est collé, tu lui décolles le bras, il peut retravailler. Donc c'est un garçon qui va retravailler au champ, il va refaire une famille. Une petite fille qui va être réparée, elle va pouvoir avoir une vie sociale normale, elle va pouvoir se marier, etc. Donc non seulement ça transforme, nous, la chirurgie réparatrice que l'on fait, elle est magique dans ces pays-là. Et non seulement elle transforme la vie des gens, mais elle sauve la vie des gens. Parce que moi j'étais dans différents pays, j'ai pas le temps d'énumérer tous les pays où j'ai été et toutes les missions dans lesquelles j'ai rencontré ce genre de situation, mais il y a des pays où, à la naissance, une petite fille qui a une malformation congénitale est Hmm. noyée. J'ai vu ça Hmm. dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, quand ils sont pas noyés à la naissance, eh ben, ces enfants mal formés sont transformés en enfants esclaves, ils sont transformés, ils vivent l'enfer. Hmm. Sans parler des filles qui sont violées, qui sont exclues. Je te parle même pas des fistules Hmm. qui est un drame pour ces jeunes femmes qui sont exclues, renvoyées par le mari, Hmm. battues, qui sont exclues du village, etc. Non, non, la malformation congénitale, la malformation, la séquelle de brûlure est une horreur dans ces pays d'Afrique. Et nous, ce qu'on fait, eh ben, à notre niveau, non seulement on transforme la vie des enfants, mais je te dis, parfois, on sauve la Hmm. vie des gens, oui, bien sûr. C'est magique, la chirurgie réparatrice en Afrique, c'est magique. Et que représente pour toi le suivi de ces histoires? Est-ce que tu vois ça comme un devoir moral ou plutôt juste une curiosité ou une responsabilité affective? Non, 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 parce que si tu veux, on n'est pas là pour prendre toute la charge émotive. Tu peux pas, malheureusement, dans notre métier, on est obligé de prendre une distance. Parce que nous sommes avant tout des techniciens. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement un travail, un bon travail. Si tu passes ton temps à pleurer et à t'investir sur le plan émotif, tu deviens un mauvais artisan. C'est un peu dur ce que je dis, mais il faut prendre la distance pour faire. L'enfant, il n'a pas envie que tu pleures sur lui. Il a envie que tu Hmm. lui répares la main. Il a envie que tu lui répares le bras. Il a envie que
que tu lui répares le visage. Pour ça, il faut être un technicien un peu neutre, avec un peu de distance. Et forcément, on rentre dans l'émotion, suivant les périodes de ma vie où il y a très longtemps, quand vous étiez bébé, petite, etc. Quand vous étiez toute petite et que moi je partais en mission et que j'opérais des petits-enfants qui vous ressemblaient et qui avaient des malformations ou des horreurs, etc., c'était très difficile pour moi. On est forcément dans l'émotion. Et puis il y a toujours des histoires comme ça. Sur toute mission, tu as un enfant, tu sais pas pourquoi, un regard qui va te sensibiliser, une histoire familiale qui va t'émouvoir. Forcément, on a toujours... mais notre job, c'est pas d'être dans l'émotion, on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour se lamenter, on est là pour être efficace. Et forcément, on ne peut pas rentrer dans toutes les histoires. Parce que sinon, tu ne pourrais pas être efficace. Opérer, transformer ou réparer un enfant, quelque part, c'est le plus facile. Parce que tu arrives, tu as un enfant qui a une malformation congénitale, qui a une fente labiale, tu l'opères, tac, tac, tac. Ben, tu es heureux. D'abord, tu fais une belle opération, l'enfant est content. Enfin, lui, il n'est pas content parce qu'il ne t'aime pas au début, mais il t'aimera plus tard. Mais les parents sont ravis. Donc ça c'est la version... et tu ne peux pas vivre dans le passé ou avec tous les enfants que tu as opérés. Tu es content, c'est one shot. En revanche, le plus difficile pour moi, c'est quand tu ne peux pas opérer. Quand tu as un enfant qui a une malformation très grave que tu ne peux pas opérer parce que les conditions locales sont difficiles. Quand tu as un enfant qui a une malformation ou une maladie incurable, tu sais qu'il va mourir. Donc ça, c'est terrible parce que tu vois l'enfant, tu sais que dans 3 semaines, 1 mois, il est mort parce que tu ne peux pas l'amener, tu ne peux pas lui faire de chimiothérapie, de radiothérapie, tu ne peux pas l'amener en France, tu ne peux pas soigner. Donc ça, c'est le côté un peu difficile. Mais pour répondre à ta question, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour transformer un système de santé, on n'est pas là pour opérer toute l'Afrique, ça, on n'en a pas les moyens. On est simplement une petite équipe, on opère une 50aine d'enfants par mission, c'est 50 enfants qui vont être opérés. Voilà, Ouais, vous ne pouvez pas faire de vrai suivi en fait, c'est impossible. Alors le suivi, on l'a immédiatement. C'est-à-dire ça. que le suivi, on a l'opération, on a le suivi en post-opératoire immédiat parce qu'à la fin de l'intervention, à la fin de la mission, on voit tous les patients. On a souvent de plus en plus maintenant des nouvelles post-opératoires par l'infirmier qui reste sur place ou le médecin qui nous envoie des WhatsApp, qui nous dit voilà, un tel. Donc on a toujours un feedback sur l'émission. Après, tu sais, les patients, ils repartent, ils ont 2-3 jours de marche, parfois ils repartent à plusieurs centaines de kilomètres. Malheureusement, ça nous manque parfois, mais on ne les voit plus jamais. Il y a des patients que je ne revois plus jamais et on n'a même plus de nouvelles. Je ne sais même pas si parfois il y a eu une petite infection ou pas. Mais dans l'ensemble, on a quand même des suites post-opératoires immédiates qu'on voit, qu'on constate. Le retour, généralement, assez bon aujourd'hui, d'autant plus que maintenant tout le monde a WhatsApp, etc. En revanche, on ne peut pas s'attendrir sur toutes les histoires. Non, en fait, le suivi que vous avez un peu avec Chanceline, il est exceptionnel. Ah non, il n'y a pas que Chanceline, parce que Chanceline est exceptionnelle, parce qu'elle, c'est une petite qui allait mourir. Oui. Donc c'est exceptionnel, évidemment. Mais il y a plein d'enfants qu'on voit. S'il y a des missions, tu sais, il y a des missions sur lesquelles on a des projets sur 2, 3, 4 ans. Hein. Donc on revoit quand même, on a quand même plein d'enfants qu'on revoit l'année suivante. Et c'est ça qui nous renforce à y retourner. Parce que même parfois, et moi je dis toujours, les enfants c'est magique. Parce que parfois tu fais une opération, le post-opératoire est bien, mais c'est pas waouh, c'est pas extraordinaire, etc. Et puis les enfants, c'est magique. Tu les revois un an après, ils galopent, ils jouent au foot, ils ont... Ils se sont adaptés, quoi. Ils sont adaptés, ils ont fait une rééducation personnelle. Enfin, il y a plein de missions où on revoit quand même des cas, et, où on réopère d'ailleurs, on affine les choses, on refait des petits gestes, etc. Et ça, c'est toujours incroyable parce qu'on se dit toujours waouh, c'est incroyable, quoi. Ouais, bien sûr. Non, la chirurgie plastique, pour ça, reste magique. Hein. Et alors, par rapport au sujet de l'abandon et du handicap en Afrique rurale, pourquoi, selon toi, le handicap reste-t-il si stigmatisé dans certaines de ces zones rurales ? Il est stigmatisé parce qu'il a différentes dimensions. Alors, premièrement, sur un plan purement sociétal, un enfant handicapé, ça coûte cher. Tu sais, la vie là-bas est très difficile. Donc si en plus tu as un enfant handicapé, tu ne peux pas le nourrir, tu ne peux pas t'en occuper. C'est une charge financière énorme. Donc souvent, il faut comprendre aussi les familles qui ne peuvent pas les assumer. Donc sur le plan sociétal, c'est très difficile. Après, sur le plan de l'invisible, la maladie est accordée à des puissances un peu occultes, à des sorts qui ont été jetés. Ouais, des croyances. Donc des croyances locales qui donnent une dimension terrible pour ces enfants et à la famille, qui fait que il y a un sort qui a été jeté sur cet enfant ou sur cette famille, et donc il y a une charge énorme. Et donc souvent c'est mal vécu par la famille qui n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de l'enfant pour éliminer cette mauvaise image. Et donc un handicapé en Afrique, c'est terrible.
Ouais. Tu sais, regarde toute l'affaire des albinos. Rien que le fait d'avoir un problème de pigmentation sur la peau, il y a certains pays, ils vivent l'enfer. Ils vivent l'enfer parce qu'on les tue, parce qu'il y a toute une malédiction sur eux. C'est vrai, hein. Bien Ouais. sûr, il y a même des pays où les tradipraticiens exigent une main d'albinos pour pouvoir... Ah oui, c'est terrible. Une main d'albinos. Mais oui, parce que si tu veux, mon Dieu. pour ton fils va passer le bac, pour qu'il ait le bac, eh bien, il faut faire entre guillemets un sacrifice où il faut apporter quelque chose au tradipraticien, etc. Donc c'est l'investissement dans l'invisible, et donc parfois ça va jusqu'à donc ils sont pourchassés, ils vivent Mon l'enfer, Dieu. bien sûr. Hein. Moi, je me souviens quand on était à Tuléa ensemble au début de l'année, quand on était dans la voiture sur la route, je crois qu'à un moment, quelqu'un dans la voiture m'a dit ah, regarde la jeune fille là-bas, elle est albinos. Et on voyait à peine, mais c'est vraiment parce qu'on a eu une petite visu sur elle, et elle était à moitié cachée avec un voile sur le visage, justement pour se cacher. Et je sais plus qui avait dit, c'est hyper rare de voir un albinos dans un endroit aussi pauvre en Afrique. Enfin, bon là c'était à Madagascar, mais justement à cause de ça. Bien sûr, Parce que bien c'est sûr, vrai qu'on n'en voit jamais en fait. On n'en voit jamais, Parce ils se que- cachent, suivant les Ouais. pays, et en fonction de l'interprétation de la maladie, il y a toujours cette notion du sort qui a été jeté, Ah mon du Dieu. mauvais sort qui a été jeté, Ah donc ouais. pour ces enfants, c'est l'enfer. L'handicap est très très mal vécu en Afrique. Hmm. D'abord parce que il faut objectivement comprendre la famille, parce que c'est une charge financière énorme, ils n'ont pas les moyens ni de traiter l'enfant, ni de l'assumer, donc ça il faut le comprendre. Hein. Quand tu es très très pauvre et que c'est un peu le cas de Chanceline, elle a été abandonnée parce que sa maman n'avait pas les... Alors on peut pas la blâmer. Pour nous c'est inconcevable, mais on est là pour comprendre, pour essayer de comprendre. Et on n'est pas là pour la blâmer, on est là Bien sûr, pour ouais. aider la petite, mais pas pour la blâmer. Mais évidemment, il y a des pays où en général le handicap est très très mal vécu. Ouais. Ouais. Bah, ma prochaine question va dans ce sens, c'est-à-dire, est-ce que l'histoire de Chanceline est une exception ou le reflet d'une réalité plus fréquente qu'on ignore en fait? C'est le reflet d'une expérience quotidienne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que Ouais. tous les enfants handicapés dans les familles très pauvres de ces pays en voie de développement, de ces pays très pauvres, vivent l'enfer. Et c'est pour ça que c'est un peu, entre guillemets, c'est méchant à dire, mais c'est un peu ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ce qui fait qu'un enfant, déjà la vie est dure, il faut se battre, même quand tu es en bonne santé, la vie est dure, et c'est un combat contre la société, contre la maladie, contre beaucoup de choses. Alors si tu commences la vie avec un handicap majeur, c'est terrible. C'est terrible et c'est quelque chose de très très banal. C'est pour ça que dans tous les villages où tu vas, et d'abord tu vois peu d'handicapés importants parce que souvent ils ont été éliminés à la naissance ou dans l'enfance. Mais ceux qui arrivent à survivre sont ont toujours une vie. On ne peut pas imaginer la vie qu'ils ont dans Ouais. ces pays-là. Ouais. Et en quoi ces expériences t'ont-elles transformé, pas que en tant que chirurgien, mais aussi en tant que personne, individu? La transformation, elle n'est pas sur Chanceline, elle est progressive, qui fait que il existe toujours des moments, si tu veux, au cours des missions, où tu te rends compte de la vie que peuvent avoir ces gens-là. Donc c'est sûr que forcément, c'est banal ce que je dis, mais ça relativise toujours les choses. Moi, le matin, quand je me lève, là, parce que là, pendant la dernière mission, en Afrique, on se lève en général très tôt. Mais là, il y avait une mosquée à côté, donc vraiment, on était réveillés très très tôt. À 4h30 du matin, j'étais réveillé, bon, je me douchais, Ouais. etc. Donc à 5h du matin, quand le jour se levait, je prenais mon café, puis je voyais toutes les familles qui se réveillaient, qui se levaient, les handicapés, les séquelles de polio, etc. Et je voyais ces enfants qui marchaient avec des cannes ou avec des béquilles ou qui marchaient par terre avec des séquelles de polio. Enfin, je me disais, mais l'enfer qu'ils vivent, quoi. La vie de ces enfants, la vie de ces gens qui n'ont même pas parfois un Doliprane ou qui n'ont rien, quoi. Qui ont Ouais, rien. non, Alors, c'est c'est clair. sûr que je les regardais, moi je buvais mon café, forcément, c'est banal de dire ça, mais ça relativise, quoi. T'as pas le droit de te plaindre. Après, quand t'as un petit truc, t'as pas le droit de te plaindre. Bon, mais ça te rend plus serein, tu prends plus de distance. Après, c'est classique, hein. Je veux dire, je crois que quand tu es entouré de malheurs, de gens pauvres, de gens qui souffrent, etc., forcément, toi, ça te rend plus humble et plus distant vis-à-vis des petits problèmes du quotidien. Hein. Ouais, bien sûr. Bon. Après, il y a une grosse satisfaction aussi du fait de, même s'il est
c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, évidemment, mais ça reste quand même des actes que vous faites sur certaines personnes qui changent, pour le coup, du tout au tout la vie des gens, quoi. Comme on dit toujours, enfin nous c'est comme ça qu'on le voit, nous on n'est pas là pour changer ni le système de santé, ni de changer l'océan, comme tu dis, ni de changer... ponctuellement, si on peut changer, sur une mission, si on peut changer déjà la vie d'un enfant. Tu sais, quand on a un enfant qui a été opéré, qui a été réparé, etc., déjà, moi, ça me suffit. On n'est pas là, on n'est pas dans une comptabilité, mais si tu en as un déjà qui est transformé, c'est déjà magique. Mais il est sûr que nous, la satisfaction, on l'a parce que, en tant que papa, si tu veux, tous les enfants qu'on répare, je raisonne en papa. Je me dis, si un jour ma fille avait un truc comme ça, et si jamais il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à réparer mon enfant, etc., ça n'a pas de prix. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, la satisfaction, elle se transforme. Quand j'étais interne ou chef de clinique, j'étais pas encore papa, si tu veux, j'avais une satisfaction du travail bien accompli, d'une intervention bien réussie, mais je comprenais pas la dimension que ça pouvait avoir pour la famille. Moi, j'étais content pour l'enfant, j'étais content pour le geste technique réussi, si tu veux. Mais aujourd'hui, que j'ai des enfants et que je suis papa, je vois la dimension qu'il y a derrière. Ma satisfaction ne s'arrête pas à une lèvre réparée ou un visage transformé. Je vois le regard de la maman, je vois le regard des parents, et donc c'est une dimension que je ne connaissais pas. Donc la satisfaction, de toute façon, il y a toujours une satisfaction. Si on le fait d'abord, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, mais surtout c'est parce que ça n'a pas de prix pour ces enfants-là, quoi. Et alors, on le fait pas aussi, souvent, j'entends des gens qui disent, ouais, tu sais, ouais, tu te déculpabilises, ouais, tu fais de la chirurgie plastique, donc, ou bien, ouais, tu viens d'un pays riche, c'est normal, tu vois, il y a une espèce de culpabilité d'être dans un pays riche, de faire de la chirurgie plastique, donc de gagner un peu d'argent, tu vois, il y a toujours des gens qui me posent cette question, en gros, est-ce que tu fais pas ça pour te déculpabiliser? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que moi, j'ai aucune culpabilité. Moi, je suis coupable de rien. J'ai fait mes études de médecine, de chirurgie. J'adore mon métier. Je le fais à Paris ou je le fais à Lomé, au Togo, au Ghana, à Madagascar. C'est pour moi la même chose. Que quand je soigne, quand on répare un enfant ou un accidenté, ou ici à Paris, c'est la même satisfaction. Il n'y a pas de culpabilité. Ouais. En revanche, il y a une satisfaction énorme parce que ici, on sait que même si tu n'opères pas un enfant, il y a d'autres équipes qui vont l'opérer. Tu vois, il y a une offre de soins en France qui est extraordinaire. Ouais. Tandis que là-bas, tu sais que là-bas, l'enfant que tu vois, si toi tu ne l'opères pas, c'est fini. À vie, il est mal formé, à vie, il est handicapé, etc. Donc la satisfaction pour ça est énorme. Mais il n'y a aucune culpabilité, quoi. Ouais. Et pour finir, que voudrais-tu que les auditeurs retiennent de cette histoire au-delà de la compassion par rapport à Chanceline? Chanceline, c'est un peu une histoire du hasard. C'est une histoire des chemins qui se croisent. C'est-à-dire qu'un jour, on a croisé le chemin de Chanceline. Son pronostic était sévère, grave. Je pense que si jamais elle n'avait pas croisé notre chemin, elle serait peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté juste une histoire magique d'une petite fille qui a été sauvée du désarroi. Mais son malheur ne s'arrête pas là parce qu'elle n'a plus de maman, elle n'a plus de papa. Heureusement qu'elle a rencontré Jeanne, mais son parcours n'est pas fini. C'est l'histoire des milliers d'enfants en Afrique. Hein. Ouais, oui. Et un peu, elle est à l'instar de l'histoire de milliers d'enfants d'Afrique qui, eux, n'ont pas eu la chance, en fait. C'est ça, qui n'ont pas eu la chance de nous croiser, parce que Chanceline aurait été abandonnée par sa maman 10 jours avant. On n'aurait pas été là, je ne sais pas si elle serait encore vivante. Donc c'est un peu ça fait peur d'ailleurs, parce que c'est le hasard qui fait que quand tu réfléchis, tu te dis, je serais venu il y a 15 jours, on serait parti avant, on ne l'aurait pas croisé. Cette petite Chanceline, aujourd'hui, je ne sais pas si elle serait de ce monde. Hein. Il y a un côté magique et un côté terrifiant, quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à vous abonner, à liker. Et à la prochaine pour un autre épisode.